messieurs, bonjour, je m'appelle Julie Théa. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Alors aujourd'hui, c'est reparti pour un nouvel épisode. Nous recevons une dame, Alina Baird, qui va nous parler de son livre Le chemin vers nulle part. Très beau récit. Bonjour Madame Alina Baird. Bonjour, je tenais tout d'abord à vous remercier de me permettre de parler de mon livre et vous remercier également de vous être intéressé. Voilà. C'est un plaisir. Alors, Le chemin vers nulle part, c'est vraiment un beau livre, hein? Un très beau récit. Vous nous ramenez dans l'histoire, c'est vrai, il y a cette belle histoire de famille qui doit être, c'est de bons souvenirs pour vous. Mais pour nous aussi, on en apprend beaucoup. On revient un peu dans les années guerre, à l'époque. Mais avant donc de parler du chemin vers nulle part, Madame Baird, si vous voulez bien vous présenter aux auditeurs. Alors, je suis née en Sibérie, il y a très longtemps. Et encore pendant la guerre, j'ai beaucoup parcouru avec ma mère et ma grand-mère un petit peu la Pologne, l'Ukraine, la Sibérie, etc. à la recherche de mon père. Et par la suite, à l'âge de 13 ans, je me suis installée en France et avec une nouvelle famille. Ma mère était remariée et puis donc j'ai vécu après avec eux et j'ai eu 2 petits frères jumeaux. Alors ensuite, j'ai suivi des études, j'ai appris le français, j'ai suivi des cours de stylisme modéliste et puis ensuite j'ai créé mon propre entreprise avec mon mari et donc nous avons travaillé pendant des années. Nous avons fait les salons internationaux comme Consumer Expo à Moscou, le Prêt-à-Porter à Paris. Nous avons travaillé avec des boutiques aux États-Unis, en Suisse, en Belgique, etc. Voilà. Et puis, j'ai pensé qu'il fallait peut-être transmettre un petit peu de mon vécu aux enfants, petits-enfants, et puis même pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire, d'apprendre autrement qu'à l'école, avec les gens connus, voilà, et je pense que c'est une vie avec des personnes, des personnages qui sont croisés, entrecroisés, et voilà, je pense que ça apprend quand même un petit peu. C'est super. Alors, à vous entendre, maintenant, je vous retrouve un petit peu dans ce livre. C'est une part de votre histoire. Oui. D'accord. Oui, tout à fait, parce que j'ai vécu avec ma grand-mère jusqu'à l'âge de 13 ans, avec elle toute seule, et elle m'a transmis énormément de souvenirs, et donc c'est un petit peu comme elle a vécu la Révolution, elle a vécu la blocade de Leningrad, vraiment elle a eu une vie extraordinaire. Elle a côtoyé les personnages connus, comme par exemple Kalinine, qui était un ami de son mari, et le mari était beaucoup plus âgé qu'elle. Il avait 35 ans de plus que ma grand-mère. Et après, qui est devenu président de la Russie, enfin, à l'époque. Et donc, des personnes qui étaient, des nobles russes à l'époque, avant la Révolution, elle s'est retrouvée plongée dans la Révolution avec les personnes qui ont donc contribué à faire la Révolution. Donc, une vie complètement différente. Voilà. Ah oui, c'est vraiment, vous nous embarquez dans cette histoire. On a l'impression de regarder un documentaire d'histoire, vous voyez. Et c'est tellement... Voilà. Oui, c'est vraiment captivant. Donc, oui. Et alors, la petite Galina, voilà, ça commence par Maria, la grand-mère, qui, elle aussi, la vie n'a pas été facile, effectivement. La vie n'a pas été facile, mais quelle détermination, et on voit comment cet état d'esprit se propage, si vous voulez, se transmet de génération en génération. Hein? Il y a beaucoup de résilience, beaucoup de détermination,
C'est ça, parce que Maria vit quelque chose, beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Oui. C'est ça, c'est ça. Ah là là. Mais bon, ça nous ramène dans ces périodes difficiles, hein, difficiles de guerre. Vous décrivez tellement bien, vous décrivez tellement bien, on essaie de se mettre dans la peau, on s'est dit, mais quand est-ce que ces guerres vont s'arrêter? Quand est-ce que les guerres vont s'arrêter? Parce que c'est toujours des idées d'un petit groupuscule de personnes, un petit cercle de personnes qui profitent de ça pour leurs intérêts personnels, mais c'est tout un peuple qui périt, qui paye. Absolument, personne ne veut de la guerre, personne ne veut vivre ça, parce que c'était avant ou maintenant, ça ne change rien. Les gens sont déracinés, les enfants après ils payent justement tout ça, ils ont une vie chaotique, ou alors qui deviennent ou des voyous, ou vraiment c'est vraiment terrible. Et je ne sais pas comment ça commence. On a pensé que ça recommencerait des guerres, mais ça dure et ça dure et c'est toujours pareil. Alors, vous pouvez donc faire aux auditeurs un petit résumé de votre récit pour qu'ils comprennent un petit peu. Alors, je pars de la vie des personnes qui sont complètement différentes les unes des autres, qui logiquement n'auraient jamais dû se rencontrer. C'était vraiment les hasards de la vie, justement, à cause de la guerre. Il y en a qui ont perdu leur famille, il y en a qui ont perdu leur attache familiale. Et ils se sont retrouvés seuls à un moment, et voilà, ça a refondé une famille. Et ensuite, il y a eu une vie chaotique à travers les continents. C'est ça. Alors, ce que j'ai pu comprendre en lisant, le point de départ, ça part de Maria. Maria, c'est le point de départ. Maria, elle a une enfance. Maria, c'est ma grand-mère. C'est ça. C'est ma grand-mère. Exact. Maria a une enfance, on ne dira pas difficile, parce que quand même, elle aimait son enfance, mais elle avait un père très difficile, qui ne l'aimait pas, Maria. Hein? Et il n'a pas hésité à la confier à une famille. Maria, donc, était de Pologne, de Sibérie, c'est ça, de Pologne. Il n'a pas hésité à la confier. Non, Maria, elle est née à Varsovie, elle a été à Varsovie. À Varsovie. Avec son père qui était un personnage assez important. Et donc sa mère est décédée quand elle était toute petite enfant. Et elle passait pratiquement toutes ses vacances avec sa grand-mère, donc au terme de Sopot. Et c'est là qu'elle a rencontré justement la famille de noblesse russe qui venait prendre les eaux. Et donc, elle est repartie avec eux ensuite à Leningrad. Enfin, à l'époque, c'était Saint-Pétersbourg. Oui. Et elle a vécu. Voilà. Ensuite, il y a eu la révolution. Alors, ils ont disparu. On ne sait pas ni où ni comment. Et elle s'est retrouvée toute seule à l'âge de 17-18 ans, sans famille, sans personne, dans une ville où elle connaissait personne. C'était assez difficile. Alors, on précise quand même que la révolution, parce que la famille avec laquelle elle s'est retrouvée en Russie, avec laquelle elle est partie, c'était les familles, on les appelait, c'était quoi? C'était noble, c'est la noblesse russe, voilà, c'est une graphigne. Voilà. Je ne sais pas, c'est comte, voilà. Du coup, au moment de la révolution, c'est eux qui fuyaient. Et elle se retrouvait seule, donc sans personne. Voilà. Ouais. C'est idem quand vous décrivez ces scènes de révolution, voilà, ces nobles qui sont obligés de fuir parce que la révolution, effectivement, c'est les prolétaires qui se dressent contre le régime des nobles abusifs, voilà, en disant qu'ils n'ont rien, voilà, fallait augmenter les salaires, les conditions de travail, tout ça, et que tous ces nobles sont obligés de fuir, notamment la famille qui a accueilli Maria, obligée de fuir, abandonner leur domaine, leur château. Voilà, tout ça, et voilà. Et fuir, voilà. Et elle s'est retrouvée. Eux, ils ont fui. On n'a jamais su où. Parce que pendant un moment après, ma grand-mère, elle a retrouvé donc, la Barénia qui l'avait chassée, en fait, au début, pendant un moment. Et elle était bien contente de la trouver pour qu'elle s'occupe d'elle. Et c'est là que, en fait, son petit-fils a fait un enfant
donc à ma grand-mère, qui était mon père. Voilà. Et elle s'est retrouvée après avec elle dans son domaine. Et après, la Barignat, elle a disparu également. Est-ce qu'elle a été tuée? Est-ce que je ne sais. Et la Barignat, la Maria, avec son intendant du domaine. Ah, mais Voilà, c'est comme ça, réel. Oui. Ah oui. Oui, oui, je retrouve tout ça dans le récit, effectivement. C'est ça. C'est ça. Voilà. Ah, mais Donc quelle vie. le départ dans sa vie était difficile, voilà. Oui. Quelle vie pleine elle a eue, Maria. Quelle vie Ah vraiment pleine, hein, avec des hauts et des bas. Alors, le moment émouvant, c'est quand elle, voilà, quand elle rencontre son mari, euh, qui est plus elle âgé, révolutionne. le mari plus âgé, oui, oui. À un moment, Voilà. il lui parle. Quand il faut demander sa main, c'est émouvant. Oui, C'est émouvant, très émouvant. oui. Oui, elle m'a raconté ça, se passait exactement comme ça et elle me l'a vraiment raconté ça. Ah oui. Alors, dans les scènes de guerre que vous racontez, alors, c'est vraiment difficile. J'ai noté beaucoup de petits détails, du genre pendant la guerre, pour se nourrir, les gens étaient obligés de manger un morceau de sucre et une miche de pain par jour qu'on leur Bon, à peine parce remettait. qu'après, ils n'avaient plus de sucre non plus. Oui, oui, oui. Ah là là. Et la grand-mère Maria, qui achetait de la viande qui est effectivement une denrée rare, qui achetait de la viande, elle trouvait que c'était un gros morceau et une fois qu'elle cuisait la viande avait réduit de plus de la moitié, plus de 3/4. Oui. Oh là là, Oui. on ne dira pas ce que c'est, on ne dira pas ce que c'est, on laisse les personnes qui nous écoutent d'aller découvrir pourquoi effectivement la viande diminuait de 3/4. Mais j'étais, quand j'ai découvert après ce qui se passait, oh là là, mais on trouve de tout en temps de guerre, il y a de tout, vraiment de tout. Ah, Ben, les gens, pour les vivre, gens sont capables de profitent pour tout. vivre, oui, c'est ça. Pour vivre, les gens sont effectivement capables de tout. Allez voir pourquoi ce morceau de viande a diminué. Je n'en revenais pas. Je n'en revenais pas. Alors, le froid, quand vous décrivez le froid, c'est pareil. Vous dites qu'il faisait tellement froid que les oiseaux gelaient. C'est que quand ils tombaient, c'était comme des pierres. Oui. Waouh! Mm. Les descriptions, mais vraiment, oh là là, on se dit. Alors, à un moment, vous parlez du tsar qui avait décrété un nouvel oukaz. Oukaz, je suppose que c'est un décret à l'époque, Oui, qui incitait les candidats à l'immigration pour aller occuper la forêt sibérienne. Voilà, c'est ça, pour repeupler le pays, pour repeupler la Sibérie. Ils donnaient des terres gratuitement aux personnes qui voulaient donc s'expatrier là-bas. Et qu'est-ce que ça a donné? De nos jours, c'est devenu un pays et des gens habitent toujours là-bas? Qu'est-ce que c'est devenu? Ah oui, bien sûr, c'est devenu, c'est un pays devenu, c'est devenu une région riche parce que il y a beaucoup de minerais, il y a beaucoup de choses comme ça. Il y a la grande ville qui s'appelle Krasnoïarsk, qui est sur le fleuve Yenisseï, et donc il y a des usines, il y a de tout là-bas. Et qui sont les koulaks? C'était des gens qui exploitaient les paysans. Les paysans. En fait. C'était des riches paysans, si vous voulez, qui exploitaient d'autres paysans. Et c'est pareil, lorsqu'il y a eu la révolution, l'autre révolution, on a dans les années 33, par là, on a 29, 30, 33, on a supprimé les koulaks, on a dékoulaklisé et les propriétés ont été collectivisées. C'est devenu des kolkhozes et des sovkhozes par la suite. Et ça existe encore? Ils existent encore, ce groupe de personnes des koulaks de nos jours? Non, ça fait longtemps, ça n'existe plus. Non. Ah, oui. Non, c'est des terres d'État qui sont devenues donc des sophroses qui étaient plus grands que kolkhozes, qui nourrissent les villes. Ah là là, que de belles descriptions et tous les détails que vous donnez, on en apprend de tout. Alors là, en temps de guerre, vous dites, il y avait pénurie de tout. Ravitaillement, à manger. Derrière, quand même, on voit que la vie continue parce que vous dites à un moment,
il n'y avait plus d'encre, alors il fallait trouver un moyen quand même. On prenait des morceaux de bois déshydratés, réduits en poudre, puis bouillis. Et puis, à l'époque, on écrivait avec. Cette pâte servait à faire de l'encre, donc on écrivait avec et ça faisait une écriture marron. Marron, voilà. Parce qu'il n'y avait plus de papier, il n'y avait rien, donc ils employaient au dos des anciennes factures qui étaient en blanc, l'encre bleue, violette, et ils écrivaient en marron. Ah là là, vous donnez tellement de détails. On voit la vie à l'époque, on s'est dit, mais vraiment, c'était système des quoi? Système débrouillard, quoi. Ah ben absolument, mais c'est pareil, c'est ma mère qui m'a raconté aussi, puisque à l'âge de 13 ans, quand je l'ai rejoint avec mon beau-père, donc, c'est elle qui m'a raconté aussi sa vie dans le village, etc., où elle a vécu, et ça fait que j'ai eu et les souvenirs de ma grand-mère et ceux de ma mère. Par contre, contrairement aux enfants qui ont des amis, etc., quand ils sont sur place, bon, moi, j'avais pas ça, puisque sans arrêt, on a déménagé sans arrêt partout, donc je me suis retrouvée à l'âge d'adolescence, si vous voulez, sans avoir d'amis. Ça aussi, c'est un problème, je pense, même pour les enfants de maintenant. Ah oui, ça c'est sûr. Alors, dites-nous alors, quelle est la différence entre le mordve et moldave? Parce que la maman de... C'est Euphrosine. Voilà. Ma grand-mère maternelle. Voilà, c'est la maman de Euphrosine qui parlait le mordve. Voilà. Alors c'était une région qui était au centre de la Russie, un petit peu ancienne, et qui avait un statut un peu particulier parce que à l'époque de Catherine la Grande, il y a eu des soulèvements, etc. Et donc, comme ils ont aidé, disons, à la maintenir en place, si on peut dire, alors elle leur donnait un statut particulier. Voilà. Donc par contre, les Moldaves, c'est en Ukraine, c'est une partie d'Ukraine qui est plus au sud, et ça n'a rien à voir avec les Moldaves. Ah, d'accord. Mais là, vous nous donnez de tout, hein. Les us et coutumes un petit peu à l'époque. Oui. Et c'était bien séparé, hein. C'était russe là-bas, Pologne, hein, à part. Oui. Et voilà. Parce que Maria, sa belle-fille, enfin, si on peut dire, qui doit par... Voilà. Frosia, c'est le diminutif de Euphrosine, c'est ça? Euphrosine. Mais quel beau prénom, Euphrosine. C'est un très beau prénom, hein. C'est la première fois que j'ai entendu. Dans l'Antiquité, je pense que c'est une déesse de la sagesse. Oui, j'ai noté, vous avez mis déesse de la paix de l'âme. Oui, je crois que je déesse de la paix de l'âme. Parce que j'ai aimé le prénom Euphrosine. Je me suis dit, ah, c'est beau. Et vous expliquez, en fait, dans l'Antiquité, c'était une déesse de la paix de l'âme. Alors j'ai retenu le nom Euphrosine. Et en diminutif, c'est Frosia. Vous appelez Frosia tout au long du récit. C'est ça. Frosia, mais vraiment quelle relation avec sa grand-mère. Quelle belle relation avec sa grand-mère. Oui. Oui. C'est aussi un peu particulier parce que bon, elle vivait avec sa belle-mère en fait. Voilà. Et c'est pas évident toujours d'avoir sa belle-mère dans les jambes. Oui, non. En fait, je me trompe. C'est pas Frosia, c'est Galina. C'est Galina. Quelle relation vraiment avec sa grand-mère. C'est ça. C'est Galina. Je parlais de... Parce que Galina, c'est la fille de Frosia. Voilà, c'est Galina. Oui, Galina, mais oh là là, quelle belle relation avec sa grand-mère. Belle relation. Mais là aussi, c'est pareil, parce qu'il y a des personnes qui pourraient en vouloir aux uns, aux autres, au père, mère, grand-mère, etc. Mais bon, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie. Alors donc, j'ai essayé de n'incriminer personne. C'est la vie, c'est comme ça. On la vit. Oui, c'est vrai que je me suis mise à la place de Galina.
Parce que c'est vrai, comme vous dites, elle aurait pu incriminer sa mère, elle aurait pu incriminer, mais non, effectivement, elle n'incrimine personne. Mais je crois aussi parce qu'elle a eu l'amour de sa grand-mère. La grand-mère a vraiment tout fait, voilà, pour combler un petit peu l'affection qui manquait voilà, d'un peu partout. Voilà, partout, voilà. Oui. Et peut-être qu'elle se sentait aussi un petit peu coupable à ce niveau-là. Parce que c'est peut-être un petit peu à cause d'elle que ça s'est passé, mais elle voulait bien faire. Donc on ne sait pas, c'est pour ça que j'essaie de me mettre dans la peau de chacun et puis je n'en vois personne. C'est bien parce que c'est au lecteur maintenant, à chaque lecteur, en fonction de sa compréhension de l'histoire, en fonction de sa sensibilité, va se positionner en se disant « Oh, moi, tel n'aurait pas dû faire ça, tel n'aurait pas... » Vous voyez, c'est ce qui est bien en fait dans un livre, parce qu'en lisant, chacun avec sa sensibilité a le droit, hein. C'est aussi ça, on est des lecteurs, donc on juge tel, oh là là, tel a fait ça, tel a fait ça, et que c'était pas... Mais moi, je me suis focalisée sur Maria, la grand-mère, parce que quand même, c'est elle la base. Comme je dis, c'est une femme tellement déterminée, elle-même ce qu'elle a vécu, sans se plaindre, elle a continué sa vie. Elle a élevé un enfant seul. Après, elle a eu, bon, c'est vrai, elle a eu cette chance d'avoir ce mari. On ne dit pas plus, hein, on n'est pas là pour donner les détails déjà. Et puis, elle a eu tellement d'événements dans sa vie, tellement, voilà, des hauts et des bas. Des hauts et des bas, elle a tellement eu dans sa vie. On a même l'impression qu'il y a beaucoup de bas. Mais elle n'a jamais laissé. Elle n'a jamais lâché. Je me suis dit, mon Dieu, mais jusqu'à quel âge elle a travaillé? Je me demandais, mais jusqu'à quel âge elle a travaillé? Fallait toujours qu'elle a... Oui, jusqu'à 82 ans, pratiquement. Wow. Elle a aidé les personnes, elle a fait la nounou, voilà. Très attachante. Personnage très, très attachant. Maria, Galina aussi. Voilà, des personnages très, très, très attachants. Donc, elle me transmet un peu aussi cette façon de ne pas baisser les bras, de lutter tout le temps, parce que dans la vie, c'est pareil, il y a des hauts, il y a des bas, et c'était quand même un exemple pour moi. C'est ça, c'est ça. On le voit, on le voit. Et les lettres de Galina à sa mamie, comment elle l'appelle? C'est Babouli, la mamie? Baboulinia. Voilà, c'est ça. Les lettres à sa Baboulinia, oh là là, c'est vraiment, c'est super. Des fois, elle dit Baboulinka. Hein? Baboulinka, c'est affectif. Ouais. On sent l'affection. Voilà, c'est des petites... voilà. Oui. On sent l'affection. Et puis on découvre les spécialités, je ne sais pas si c'est russe ou polonaise, mais le zakouski. Le zakouski. Oui. Zakouski, et c'est pratiquement russe, puisque on met plein de choses sur la table, et puis on grignote comme ça. Le pirolki. Pirochki, oui. C'est des chaussons. C'est une sorte de chaussons où ça peut être à la viande, ça peut être aux choux, aux œufs, ça peut être sucré également avec des fruits ou au fromage. D'accord. Mais dites-moi, les blinis c'est russe? Parce que je mangeais des blinis, j'aimais bien manger des blinis, on les trouve beaucoup en France d'ailleurs. C'est russe ou bien? Les blinis, c'est une spécialité? C'est des espèces de crêpes un peu épaisses. Oui. Oui, c'est des crêpes, mais un petit peu plus épaisses que les crêpes. Enfin bon, moi j'en aussi beaucoup, je crois que c'est... Pas seulement, parce qu'il y a d'autres pays qui font ce genre aussi, qui s'appellent différemment, mais... C'est des crêpes un peu épaisses. Voilà, comment je vous salue, le sucré, c'est pareil. Maintenant, à l'époque, on revient au livre, peut-être que maintenant ça a changé, la Russie, la Pologne, ça a peut-être changé, parce que Maria... Le papa vivait à Varsovie, vous dites, c'est ça? Oui. Maria revenait de Varsovie, elle est allée vivre en Russie. Alors, apparemment, il y avait cette différence de culture. Différentes langues, façon de parler. Les langues sont complètement différentes. Voilà, la culture différente. Et puis... Mais pendant la guerre, il y a eu tellement de déportations, parce que vous expliquez.
On déportait même des gens depuis la Pologne, qui se retrouvaient en Russie, qui partaient d'Ukraine également, se retrouvaient en Russie. Mais il y a forcément eu un brassage de langues. Est-ce que de nouvelles langues se sont créées à partir de là, depuis cette Non, époque? je pense pas. Non. Non, je pense pas. Le polonais, c'est polonais, le russe, c'est russe. L'ukrainien, D'accord. c'est l'ukrainien. C'est des langues différentes. Oui, parce que je me posais la question quand vous parlez des déportations, des convois Oui. qu'on amenait en Russie, venant d'Ukraine, de Pologne. Mm. Il y a plein de villes, effectivement, que vous nommez. Je me disais, mais ça fait un tel brassage que finalement, ça va être les mêmes peuples. Puisqu'après, arrivé sur place, il y a des mariages russes, Russes, Ukraine, Pologne. Il y a même plus d'ailleurs, vous nommez d'autres pays. Je me disais, mais après, il y a un tel brassage et que des fois, de nouvelles langues se créent même. Non, au niveau langage, non, mais au niveau des mariages, etc., bien sûr. Il y a des cousins, cousines qui sont en Pologne, d'autres qui sont en Ukraine, d'autres qui sont en Russie. C'est complètement mélangé, surtout que bon, l'Ukraine, au départ, tout le monde parlait russe. Enfin, et c'était très mélangé. J'ai même ma tante qui a été, pendant un moment, la sœur cadette de ma mère, elle a vécu longtemps en Ukraine, à côté de Sochi. Et elle avait des petites filles aussi, bon, ben, je raconte un petit peu, elle les a aidées pour faire les études, etc. Elle séchait avec elle. Ah là là, ben écoutez, Madame Alina Baird, vraiment merci pour ce beau récit, c'est un très beau récit, il est bien écrit, l'écriture est fluide, vous voyez, c'est épais parce que le récit est complexe. Il y a beaucoup de personnages qui interviennent. Vous avez réussi vraiment à mettre une clarté. Quand on lit, il n'y a aucune confusion. On arrive à tout lire, tel personnage. On finit avec la partie sur Maria. On passe à Euphrosyne, Phocia. Après, on passe à Galina. Voilà, tout se regroupe. Il y a aussi Zegmund qui fait partie, donc qui est devenu mon beau-père en fait, qui lui aussi a je parle aussi de lui, de sa famille et de son vécu. Parce que lui c'est pareil, il venait de Varsovie et donc lui il a été, sa famille a été toute décimée donc en Pologne pendant la guerre, dans le ghetto, et lui il a survécu parce qu'il n'était pas là. Oui, c'est ça. Son histoire. Oui, du coup après, avec Phocia, ils émigrent à Paris. Voilà. Pour retrouver une de ses tantes, oui, c'est super, super. Écoutez, oui. C'est un récit, tellement, il est fascinant. Fascinant. Oui, parce que toutes les découvertes que vous nous relatez, on découvre vraiment beaucoup de choses sur cette guerre, sur la Russie, la Pologne, voilà, un petit peu toute cette Europe de l'Est, les pays de l'Europe de l'Est évidemment, et puis c'est l'histoire d'une famille, voilà, que l'on découvre, et c'est tout simplement magnifique. Le style d'écriture, les expressions, tout ça, il n'y a vraiment rien à dire. Donc, c'est pour inciter, mesdames et messieurs, il faut vraiment découvrir le chemin vers nulle part. Et il est vraiment à lire, il est à lire. Vous découvrez tellement de choses, l'histoire de cette famille, l'histoire de la guerre, voilà, quand ça a éclaté en Russie, Pologne, l'Allemagne y est mêlée, tout ça. Et vous découvrez. Alors, Madame Alina, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter pour clore la discussion? Je voudrais vous lire un petit passage que j'ai écrit justement à propos de mon livre. Alors, quelquefois, la vie nous réserve des surprises, bonnes ou mauvaises. Le plus important, c'est de ne pas se laisser déborder. Dans mon livre, j'ai essayé de me mettre à la place des personnages par rapport aux dates des événements qu'ils ont traversés. Il est plus facile d'assimiler l'histoire lorsqu'on a été élevé par la grand-mère et qui raconte son passé dans cette jungle impénétrable qui est notre vie, notre destin. Faut-il foncer la tête baissée sans penser aux conséquences ou aller à tatillon en réfléchissant à chaque pas qu'on fait? On ne peut pas juger en bloc. Chacun de nous est différent et réagit autrement dans des situations similaires.
c'est comme la mémoire. Les mêmes personnes, au même endroit et au même moment, se souviennent de choses différentes. Les priorités des uns ne sont pas celles des autres et on ne peut pas juger les autres par rapport à soi-même. À l'heure où les jeunes marchent côte à côte en se parlant à travers leur smartphone, comme nous, on perd beaucoup d'humanité et d'échanges directs. J'ai voulu, à travers mon roman, transmettre un peu d'histoire qu'on n'apprend pas à l'école. Magnifique, magnifique. Vraiment, merci. Merci pour ça. Mesdames et messieurs, voilà. Madame Berthe a donc donné ce message. En gros, ce qu'elle dit résume un petit peu l'esprit de son livre. Voilà. Pourquoi elle a écrit ce livre? Elle vient effectivement de vous faire part de l'esprit, des idées qu'elle a posées sur papier et qui l'ont motivée à écrire ce livre. Il est vraiment à découvrir, mesdames et messieurs. Alors, Madame Alina, vous dites aux auditeurs où est-ce qu'on se procure votre livre? Monde, sinon à la FNAC, Amazon, Cultura. Ok, ben super, un peu partout, voilà, il suffit de voir. Voilà, mesdames et messieurs, donc découvrez le chemin vers nulle part. Vraiment, lisez-le, il est vraiment à lire. C'est un documentaire, je dirais. C'est un documentaire avec cette histoire de famille derrière, ben, qui est vraie. Qui est vraie. Raison pour laquelle j'ai dit c'est un documentaire, parce qu'elle a réuni tellement, on a l'impression que c'est des images d'archives, on a l'impression de lire un livre d'histoire, et vraiment c'est pertinent. C'est pertinent. Madame Alina Berthe, un grand merci à vous. On se dit à très bientôt. À très bientôt, je vous remercie beaucoup et je suis contente que le livre ait atterri aux États-Unis. Merci, merci à vous. Merci. Merci. À très bientôt. Au revoir. Alors voilà, mesdames et messieurs, découvrez ce livre. Hein. Vous avez écouté Madame Alina Berthe. Voilà, son petit dernier, je n'irai pas c'est un poème, mais vraiment c'est un petit résumé qu'elle donne par rapport aux motivations. Voilà, en fait, par rapport à ce qui l'a motivé, le message qu'elle veut transmettre dans ce livre. C'est une belle histoire de famille qui va de la grand-mère. On passe dans l'enfance de Maria. Maria passe, il y a son fils, la femme de son fils, Euphosia, et ça va jusqu'à la petite fille. Donc on va sur 3 générations, elle raconte la vie sur 3 générations et c'est vraiment, vraiment à lire. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, vous aimez Parlons de livres, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez le pouce et partagez. On se dit à très bientôt. Merci.